Bonsoir à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le Premier ministre Abdelkader Kamel a lancé les travaux d'un complexe touristique qui sera réalisé à Rassiane dans la région d'Obok. Au Mali, arrestation de djihadistes soupçonnés de préparation d'attentats dans la région. Merci à vous de nous rejoindre. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé aujourd'hui la cérémonie de lancement des travaux d'un complexe hôtelier à Rassiane dans la région d'Obok, situé donc sur une plage magnifique non loin du site de construction de l'aéroport Feu Ahmadini, avec une vue panoramique sur les îles des Sept Frères. La société internationale chinoise Touch Road va réaliser un complexe touristique appelé Xi'an et Resort Hotel. Ce projet entre dans le cadre du plan de développement régional de la région d'Obok avec la promotion du secteur du tourisme qui est un des axes prioritaires. À son arrivée à Xi'an, le Premier ministre a été accueilli par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport Hassan Kamil en présence des autorités locales, dont le préfet Hassan Dablé et le président du conseil régional Mohamed Hamad, ainsi que des parlementaires de la région, dont M. Ali Hamad Hassan et la vice-présidente de l'UNFD Hasna Hamad Bilil. Une foule immense venue de toutes les localités de la région d'Obok, mais aussi de Tadjoura et de la capitale, a accueilli le Premier ministre en présence du PDG de la société internationale Touch Road et ses collaborateurs. Le PDG de la société a annoncé que la construction sera donc effective rapidement et le complexe hôtelier comprendra 50 villas pour héberger les touristes qui auront donc la possibilité de pratiquer des sports de nautique. Il est venu plusieurs fois à Xi'an et il a été émerveillé par le site riche en potentialités touristiques. Il a été encouragé par la vision politique du président de la République. La réalisation du projet hôtelier à Xi'an aura de nombreuses retombées économiques pour la communauté régionale en matière d'emploi, mais aussi des projets sociaux dans la région. Ce sera une source de débouchés donc pour de nombreux jeunes chômeurs de la région d'Obok. La société va engager une période de formation en Chine pour les futurs employés du complexe hôtelier de Xi'an. Et par ailleurs, la cérémonie de lancement des travaux a regroupé le président de l'Assemblée nationale, plusieurs membres du gouvernement. Et en premier, le préfet d'Obok a pris la parole pour féliciter le préfet et le président de la République pour sa vision politique qui a permis de nombreux projets de développement sur l'ensemble du territoire et notamment à Obok, et remercier le Premier ministre Abdelkader Kamel. Des localités telles que Hamar, Kasseh Wama, le président. Monsieur le PDG de la société. L'endroit le plus visité est de Rasbir en passant par Godoria. C'est pour moi un réel plaisir et une fierté de vous accueillir aujourd'hui ici à Rassiane dans le cadre de pose de la première pierre du futur complexe hôtelier. Je suis encore plus satisfait d'avoir parmi nous une telle délégation si importante ayant à sa tête le Premier ministre, son Excellence Abdelkader Kamel Mohamed, par qui sa présence ici témoigne de l'importance de la journée. Et de son côté, le président du conseil régional d'Obok est intervenu pour annoncer que le lancement de ce projet de complexe hôtelier accompagne la politique de décentralisation initiée par le président de la République qui a créé un ministère spécifique pour accélérer ce processus dirigé par un jeune ministre dynamique. Il a aussi annoncé que ce projet va booster l'économie avec des opportunités d'emploi pour les jeunes chômeurs. Et de son côté, le PDG de la société internationale chinoise Touch Road a apprécié le site de Xi'an pour les atouts touristiques. Il a été aussi encouragé par la volonté politique du président de la République pour se lancer à Djibouti dans la réalisation de grands projets de développement, aussi bien dans la capitale que dans les régions. On l'écoute. To be here is the year 2000. Le PDG de Touch Road a dans son allocution qu'il a aimé Rassiane la première fois qu'il a vu.
Le paysage, ces montagnes et la plage sont un cadre agréable qui fait la beauté du paysage djiboutien, a-t-il dit. Une des raisons qui fait que j'aime ce paysage est due à la vision du président Guélé, qui veut vendre de visibilité la République de Djibouti sur la scène internationale. Après tant d'années à Djibouti, j'ai vu beaucoup de choses que le président de la République a accomplies pour le développement de son pays, a indiqué le président de Touch Road. Je vois que le pays connaît une croissance économique sans précédent. D'autres compagnies et sociétés chinoises veulent investir afin de prendre part à ce développement. Je veux prendre part à cela. Cela témoigne de la coopération entre la République de Djibouti et la Chine. Je crois fermement qu'il y a beaucoup de potentiel qui doivent être développés. Tout cela a été possible grâce à la vision éclairée du chef de l'État, son Excellence Malem Guélé, qui veut encore plus matérialiser sa vision pour Djibouti afin que celle-ci puisse prendre forme. Ce complexe sera un hôtel de 5 étoiles qui relie 50 villas, une piscine et une salle de conférence, a indiqué le PDG de Touch Road dans son allocution. Et enfin, pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel a remercié la population aubokoise pour l'accueil réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. Ce projet de complexe hôtelier à Sian sera bénéfique pour le développement régional et il a demandé à la population locale d'accompagner la concrétisation de ce projet qui sera suivi à terme par 2 projets dans cette région. Ces méga-projets découlent à l'instar des autres dans le pays de la volonté du président de la République d'amorcer un développement sur l'ensemble du territoire national. On l'écoute. À cette occasion, je tiens à dire à nouveau à mes compatriotes de la région de Bok que le gouvernement n'oublie aucune partie du territoire national dans son engagement pour le développement du pays. L'entreprise Touch Road en est un des témoignages car elle engage simultanément 2 importants projets, celui de Djibouti et celui qui nous rassemble aussi aujourd'hui. Je vous avais promis que j'œuvrerai pour que cette région se développe. Je vous dis aujourd'hui encore que mon engagement sera sans faille pour mettre en œuvre ici aussi l'objectif présidentiel de développer tous les pays. D'autres projets importants seront encore réalisés dans la région de Bok. Ce grand projet privé de Touch Road à la frontière nord du pays témoigne évidemment de la politique du président de la République. Il témoigne également de la confiance qui est portée à cette région et à la capacité de ses habitants. Mes chers compatriotes, il vous appartient de montrer que vous êtes capables de relever le défi qui est la nôtre. En outre, les investissements sociaux faits par le gouvernement trouveront une contrepartie économique dans cette région. Également dans l'actualité, donc le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a participé hier à la première réunion des ministres des Affaires étrangères du Conseil des pays arabes et africains riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden qui a eu lieu à Riyad en Arabie Saoudite. Dans son discours lors de la séance d'ouverture, le chef de la diplomatie djiboutienne a salué la création de cette nouvelle entité qui vient compléter les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité régionale et à sécuriser la navigation sur la mer Rouge et le golfe d'Aden. Il a affirmé que la République de Djibouti a participé activement dans le cadre de son rôle de maintien de la paix dans la région à toutes les initiatives visant à renforcer la sécurité régionale. À l'invitation du secrétaire général de la Ligue du monde arabe, le ministre des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf Moumin Hassan Barre participe donc à la conférence internationale de l'unité islamique qui se déroule à la Sainte Mecque du 12 au 13 décembre sous le patronage du serviteur des 2 saintes mosquées, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud. Et donc de nombreuses personnalités ont assisté à cet événement, parmi lesquelles le grand moufti de l'Arabie Saoudite, Cheikh Abdelaziz Ben Abdallah Al-Sheikh, et le secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique. Et
le président du Forum pour la promotion de la paix dans les sociétés musulmanes. C'est au Grand Hôtel Hilton de la Mecque que le prince Khaled Al Faisal, conseiller souverain saoudien et émir de la Mecque, a donné le coup d'envoi pour le début des travaux de cette conférence internationale organisée par la Ligue du monde islamique avec la participation de plus de 1000 personnalités comprenant des ministres, des grands ulama et académiciens provenant de plus de 127 pays. La conférence sur le système nominal et l'acte de nommer dans les langues couchitiques et sémitiques parlées dans la Corne de l'Afrique a été organisée aujourd'hui par l'Institut des langues du Centre d'études et de recherche de Djibouti. Cette conférence, qui a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a vu la participation du directeur général de l'Institut du Centre d'études de recherche de Djibouti, ainsi que le directeur de l'Institut des langues du CERD, des chercheurs de l'université européens qui ont pris part à cette conférence sur la langue couchitique. Il s'agira lors de cette journée d'aborder la question des systèmes nominaux et l'acte de nommer dans les langues couchitiques et sémitiques parlées dans la Corne de l'Afrique dans une perspective comparatiste ou typologique. Grâce à cette journée scientifique, dont l'initiative revient au directeur de l'Institut des langues, Dr Mohamed Hassan Kamil, pour encore une fois traiter d'un sujet très important au niveau des langues locales et régionales, couchitiques et sémitiques, qui vont permettre de faire le point cette année, en cette fin d'année de 2018. Ces quelques mots, c'est surtout pour aussi dire combien le soutien par le gouvernement à travers le fonds de recherche nous permet d'une part de conduire des recherches, mais aussi d'organiser des rencontres à l'échelle internationale à Djibouti. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a rappelé pour sa part que Djibouti s'ouvre chaque jour vers la région de par ses activités politiques, mais également scientifiques. On l'écoute. Initiative qui me réjouit pour 3 raisons. Initiative qui me réjouit pour 3 raisons. La première, c'est qu'on s'intéresse d'abord aux langues qui nous tiennent à cœur, tant ces langues ont évolué, tant ces langues ont une histoire, tant ces langues sont également nos repères par rapport à ce que nous étions et ce que nous devenons chaque jour. Très heureux pour la deuxième raison, dans le sens où on parle de région. Et Djibouti s'ouvre chaque jour vers la région de par ses activités politiques, mais également scientifiques. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons travaillé dans un atelier à l'initiative du directeur du CERD sur tout ce qui était les problèmes, je dirais, sismiques ou sismologiques dans la région. Donc que cet atelier aujourd'hui fasse suite, on est très très heureux. Le troisième élément qui m'importe dans cette conférence, dans cet atelier de travail, c'est la présence parmi nous aujourd'hui de chercheurs internationaux, particulièrement européens, qu'ils soient français, italiens ou allemands, et qui sont les bienvenus pour enrichir à travers les débats la question des langues, leurs origines, et surtout apporter matière à réflexion à partir de leurs études, sur ce qui peut nous enrichir, ce qui peut nous diviser, je dirais, scientifiquement, mais également nous unir dans cette réflexion pour arriver à comprendre les origines de ces langues, mais également leur terminologie scientifique. Toujours en nouvelle nationale, une cérémonie de signature de convention de partenariat s'est tenue aujourd'hui entre la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, et le représentant par intérim du HCR, M. Abdoulaye Bari. Samatar Saïd nous en dit plus. Conformément à la volonté politique tracée par son Excellence le Président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et l'engagement pris par le gouvernement dans le cadre du CRF, Comprehensive Response Refugee Framework, lors du sommet à New York dédié aux réfugiés, qui s'est tenu aux Nations Unies le 19 septembre 2016, la secrétaire d'État aux affaires sociales a voulu concrétiser cet engagement par la signature d'une convention cadre qui définit les axes de coopération avec le HCR, en vue de faciliter l'intégration des réfugiés dans les tissus socio-économiques.
Cette convention vise un cadre de coopération pour renforcer la coordination entre les deux institutions en vue de mener des actions conjointes pour faciliter l'intégration des personnes réfugiées et demandeurs d'asile vivant en République de Djibouti. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de signer cet accord avec votre département pour la protection sociale des réfugiés. Et le HCR est engagé à travailler la main dans la main avec votre département pour le bien-être des populations djiboutiennes, non seulement, mais aussi des populations réfugiées vivant dans la capitale ici à Djibouti et dans les villages des réfugiés. Le gouvernement djiboutien, à travers tous les départements partenaires du HCR, a toujours montré cette volonté ferme d'appuyer les réfugiés, d'insérer les réfugiés dans le système national pour leur bien-être. Et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense et d'une forte délégation militaire, s'est rendu le 11 décembre dernier à Arta où se déroulait un déploiement des transmissions. La suite dans cette séquence. En effet, dans le cadre de l'instruction des jeunes recrues récemment incorporés, formés au centre d'instruction des transmissions faisant une synthèse des acquis à travers un exercice radio, ces exercices de transmission étaient couplés à une manœuvre tactique jouée par le cadre des élèves officiers de l'académie militaire de Arta. Comme à la coutume, le CMGA était accueilli par le chef de corps du général Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté à l'arrivée des troupes. Ensuite, le CMGA s'est installé dans la salle d'honneur du bataillon où le lieutenant-colonel Mohamed Moumin, officier adjoint de la MIA, et le capitaine Ziad Abdillahi Hussein, commandant des transmissions, ont expliqué la manœuvre, sa configuration et le but recherché pour les stagiaires. Ayant un aperçu évident, le CMGA s'est déplacé sur le terrain pour assister de près aux différents ateliers. L'exercice se déroulant sur plusieurs sites, le CMGA a commencé sa visite par les ateliers techniques et a assisté à la liaison radio qui s'est passée entre les différentes stations qui se trouvaient au PC de Arta, au RAR 1, à Mia et à Wea. Cet exercice a des jeunes recrues durant les 4 mois passés dans les différents centres d'instruction de transmission à travers la mise en place des ateliers. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle remise des cadeaux et l'endroit du CMGA et des différents hauts responsables. Libérer la circulation au niveau du chenal du port de Djibouti, telle a été la mission des gardes-côtes djiboutiens dans la journée d'hier suite à une découverte d'un câble de plus de 2000 mètres par l'équipe de surveillance permanente des complexes portuaires et des zones touristiques. En effet, c'est au cours de sa mission quotidienne de protection des alentours du port que l'unité de surveillance maritime des gardes-côtes a découvert ce câble long de 2000 mètres traîné par un paquebot grec, bien que ce câble soit accroché à l'hélice du navire sans que l'équipage ne s'en rende compte, mais cela ne l'a pas empêché de naviguer jusqu'à atteindre nos côtes, ce qui a entraîné la perturbation pendant un moment de l'entrée et la sortie du port de Djibouti. Ainsi, le haut commandement des gardes-côtes a dépêché immédiatement une équipe d'intervention donc pour repêcher le câble sous la supervision du colonel Waïs Omar Bougouré. Cette intervention a dénoué la situation critique du chenal du port et a finalement permis de rétablir la circulation des navires. Et enfin, sport, pour clore l'actualité nationale, un match amical de football d'amitié donc a opposé hier soir 2 formations de U20 de 2 pays frères, en l'occurrence Djibouti et la Somalie. Le coup d'envoi a été donné par la ministre somalienne de la jeunesse et des sports, Khadija Mohamed Diriye.
Le match amical entre Djibouti et la Somalie s'est déroulé en présence du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, et du président de la Fédération djiboutienne de football et du directeur des sports, ainsi que de nombreux supporters et supportrices jeunes et moins jeunes djiboutiens. Les deux formations donc ont disputé un match passionnant avec de nombreuses occasions et actions décisives et score final 4-1 en faveur de la Somalie. Enfin, il est à noter que le jeu collectif des joueurs somaliens l'a emporté face aux exubérances des individualités techniques des jeunes footballeurs djiboutiens. En nouvelles du monde à présent, au Mali, arrestation de djihadistes soupçonnés de préparer des attentats dans la région. Deux djihadistes présumés originaires du Burkina Faso, un autre du Mali et un de Côte d'Ivoire soupçonnés de préparer des attentats dans ces trois pays pour les fêtes de fin d'année ont été arrêtés la semaine dernière, ont déclaré les services de renseignement maliens. Les 4 membres de cette cellule terroriste démantelée par la DGSE malienne aux environs de Koutiela, près de la frontière burkinabé, ont participé au double attentat effectué le 2 mars dernier à Ouagadougou, ainsi qu'à l'enlèvement d'une religieuse colombienne en février 2017 dans cette région du Mali, précise les renseignements dans un communiqué publié hier. À Abidjan, une source sécuritaire a souligné l'excellente collaboration entre les différents services maliens, burkinabés et ivoiriens, ce qui a permis donc d'arriver à ce résultat. Cette source a souligné également que la cellule avait notamment effectué des reconnaissances sur les 2 sites à Abidjan. C'était dans les titres, le Kenya, donc champion africain de la géothermie. À première vue, donc rien de très impressionnant. Des fumerolles blanches s'échappent donc ça et là du sol, tandis que des tuyaux de taille variable serpentent au milieu de vertes collines. À Olkaria, l'essentiel se passe en sous-sol. Sous nos pieds, la très active faille de Rift fait remonter près de la croûte terrestre une vapeur d'eau sous pression à 300 degrés Celsius environ, captée par 120 puits, envoyée vers 4 centrales électriques et y est transformée en électricité. Ce site géothermique, situé à moins de 2 heures de route de la capitale Nairobi, a fourni la moitié de l'énergie consommée au Kenya en 2018. Et pour le Kenya, un pays de 48 millions d'habitants qui affiche une croissance soutenue, cette énergie venue des entrailles de la terre est une aubaine abondante et stable. Elle alimente en continu le réseau électrique kényan. Et enfin, sport pour clôturer cette édition. Après le nom du Maroc, l'Égypte se dit capable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'Égypte se dit prête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 après la décision du Maroc de ne pas être candidate à l'organisation de cette édition retirée au Cameroun le mois dernier, a indiqué le ministre égyptien des Sports. L'Égypte a déjà organisé 4 fois la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière en date étant en 2006. Après l'annonce le 30 novembre du retrait de l'organisation au Cameroun en raison de retard dans les travaux d'infrastructure et d'une situation fragile sur le plan sécuritaire, l'Égypte avait laissé la priorité au Maroc. Mais hier soir, le ministre de la Jeunesse et des Sports du royaume chérifien, Rachid Talbi Al-Alami, a déclaré que le Maroc n'avait pas l'intention de présenter sa candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et ne le fera pas. Le pays hôte de la CAN prévu le 15 juin au 13 juillet sera connu le 9 janvier prochain. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Ahmed Ahmed, a indiqué qu'après la clôture de l'appel de candidature le 14 décembre, tout sera finalisé le 25 décembre pour faire sortir une shortlist de candidats avec leur évaluation et des notations claires. Il a enfin évoqué 2 ou 3 lettres d'intention, dont une de l'Afrique du Sud. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.